Bienvenue dans Grand Défi et Tout Petit, le podcast pour les parents et par les parents. À chaque épisode, je vous propose d'écouter un témoignage sincère et intime d'un parent et son défi. Pour comprendre le concept des défis, je vous invite à écouter l'épisode d'introduction de ce podcast. Ici, vous trouverez des témoignages authentiques dans lesquels vous vous reconnaîtrez peut-être et qui pourraient, je l'espère, vous aider dans votre vie quotidienne avec votre famille. Je vous propose un véritable partage d'expériences entre parents. Quand on s'imagine parent, on se dessine souvent un tableau avec un bébé en pleine forme, beau et parfait. Alors quand le verdict de la trisomie 21 tombe à la naissance sans aucune suspicion avant cela, le choc est assez dur à encaisser. C'est ce qu'a connu Nicolas qui a dû faire son deuil de l'enfant parfait. Comment réagit-on face à l'annonce ? Comment l'accepte-t-on ? Comment adapte-t-on son quotidien ? Mon invité nous raconte comment il a abordé tout cela avec beaucoup de force, comment il s'est entouré d'outils adaptés et de professionnels de confiance. Cet entourage, il l'a construit aussi grâce à son projet original et engagé. Je vous laisse le découvrir. Alors, est-ce que tu peux commencer par te présenter et me dire comment tu décrirais tes fils ? Alors, du coup, je m'appelle Nicolas Jubin, j'habite à Saint-Mathurin-sur-Loire, donc dans le Maine-et-Loire, et je suis pilote fluvial sur la Loire. Donc, je suis un passionné de la Loire, de la navigation. Je suis papa de 2 petits garçons, Arthur qui a 7 ans et Léo qui a 5 ans. Arthur, donc l'aîné, c'est un petit garçon assez malicieux, toujours avec le sourire, très curieux également, assez fort de caractère. Quand il a décidé quelque chose, c'est un peu compliqué de lui enlever ça de la tête. Mais bon, après, il est très affectueux, très gentil, très communicant, malgré son handicap, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Et puis Léo, c'est un petit garçon aussi adorable, très affectueux aussi, toujours le sourire également, curieux, perspicace, assez attentionné vis-à-vis de son frère notamment. Tous les deux, ils adorent jouer ensemble. Ils sont assez complices dans la bêtise et puis dans les jeux. Et, ils se chamaillent un petit peu, mais bon, ça reste raisonnable, quoi. C'est une fratrie assez dynamique, mais plutôt, ils sont adorables. Ils sont bons vivants, Ouais, joyeux. ouais. Il y a de l'animation, comme dans toutes les familles, je pense. Oui, Ouais. bah oui, à cet âge-là. Ils ont 2 ans d'écart, c'est ça, tu as dit ? Un petit peu plus, ouais. 2 ans et Un demi peu à peu plus, près. d'accord. Ok. Alors oui, comme tu disais, on va parler aujourd'hui du handicap de Arthur. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors, en fait, Arthur, sa maman a suivi pendant toute la grossesse des examens, notamment le tri-test, comme font toutes les mamans, je pense, avec la clarté nucale. On regarde la clarté nucale, les os du nez, les marqueurs sériques dans le sang, et à partir de là, ils établissent une statistique. Donc, Arthur avait un risque ou une chance sur 2800 d'être porteur de la trisomie 21. Donc, cette statistique lui permettait lui faisait sortir de la zone à risque. Elle était assez, il y avait très peu de risques qu'il soit trisomique, donc en fait, il est passé en dehors de la zone où en fait on fait plus d'examens, amniosynthèse, biopsie, tout ça. Mhm. Donc, Ouais, on l'a, ce tri-test, il était rassurant en fait. ouais, D'accord. il y avait aucun élément qui permettait au gynécologue d'avoir des doutes. Donc, il n'y avait pas D'accord. de souci. Et puis, après, en fait, la trisomie d'Arthur, on l'a appris un petit peu après la naissance. Donc, en fait, c'est une annonce qui a été très compliquée parce que donc déjà l'accouchement a été assez complexe. Parce que Émilie a été mal dosée en péridurale, donc au départ, la petite seringue, je me rappelle qu'elle était Oui. vide et que c'est moi qui est allé voir les infirmières pour leur dire, écoutez, je pense que ça serait bien parce que la douleur revenait, Émilie avait mal, donc Assez vite, ouais. et du coup, en fait, l'infirmière a dosé à nouveau, mais a surchargé la péridurale, ce qui fait que quand le travail est arrivé, en fait, Émilie avait plus de force dans les jambes, donc elle n'arrivait pas à pousser.
En tout cas, Émilie, et puis du fait aussi qu'Arthur n'était pas suffisamment, enfin, avec la trisomie 21 qu'on a appris après, en fait, il y a une hypotonicité musculaire, une hypotonie musculaire, donc en fait, le, ses muscles n'étaient pas à 100%, en fait, sont pas à 100%, donc il avait du mal lui aussi à aider sa maman pour sortir du ventre, quoi. Donc voilà, en tout cas, le le gynéco voulait utiliser des éléments et en fait c'est même une infirmière qui lui a dit, enfin une sage-femme qui lui a dit mais non vous pouvez pas faire ça, il est trop petit, vous pouvez pas utiliser les cuillères. Donc au final il avait fini par faire une épisio et avec l'épisio Arthur est sorti et donc là je pense que les sages-femmes ont vu la trisomie mais nous on n'a rien vu du tout. Arthur a été juste simplement quelques secondes sur le ventre de sa maman, ensuite il a été emmené dans une salle pour être nettoyé, tout ça, à part. Donc on ne le voyait pas. Moi j'ai demandé à pouvoir avoir accès. Ça a été accepté, mais il a fallu que j'insiste un petit peu. Ouais. Et une fois que j'étais dans la salle, en fait là-bas j'ai demandé à faire du pot à pot. Donc j'ai eu la chance d'avoir Arthur dans mes bras Mais pendant dans la salle, dans la petite il salle, l'avait emmené dans une autre salle? ouais dans une autre D'accord. salle que la salle Et d'accouchement. pour faire, mais Bah en pour fait, ils avaient déjà des doutes, l'équipe médicale ou? très certainement, ouais. Ouais, Mais nous on voyait pas. En fait quand je suis rentré dans la salle, j'ai vu que leur regard était un peu bizarre mais qu'il n'y avait d'accord. pas forcément, bah voilà, enfin je sais pas, je trouvais l'ambiance un peu bizarre, mais j'ai rien vu, moi j'ai rien remarqué, je le trouvais magnifique, pour moi il était super beau, et il est toujours super beau, c'est ton enfant, ouais. Et puis donc du coup, suite au pot à pot, bah après, donc ça a duré peut-être 5-10 minutes, je sais plus trop, en tout cas j'ai bien profité de ce moment-là. Je pensais qu'Arthur allait pouvoir rejoindre sa maman, et en fait, pas du tout. Il l'a emmené directement en salle de néonat et du coup sa maman n'a pas pu voir Arthur pratiquement jusqu'au lendemain matin. Elle a juste Ah eu oui, d'accord. l'occasion, elle a juste demandé à pouvoir passer devant la salle de néonat pour l'apercevoir à travers la fenêtre de la salle de néonat, mais sans pouvoir l'avoir dans les bras. Donc c'était quand même assez Mmh. particulier. Ouais, Et ça devait être dur pour elle. ouais, ils nous ont dit que Arthur fallait qu'il soit placé en néonat, que Émilie était un peu faible, donc je pense qu'il voulait pas, je sais pas, après c'est des suppositions, mais je pense qu'il voulait pas que la maman voie l'enfant tout de suite, quoi. De peur de, je sais pas, d'un rejet ou et en tout cas, donc moi je faisais des allers-retours entre la chambre où était Émilie et, et la salle de néonat, et je voyais rien. Par contre, je voyais à chaque fois, enfin, il y avait toujours autour d'Arthur des professionnels, des stagiaires qui étaient là et qui le regardaient, alors que les autres enfants à côté, on les laissait un peu tranquilles. Donc moi je trouvais, bon, je me disais, bon bah voilà, Arthur, c'est qu'il est beau, il est trop mignon, donc voilà, j'en sais rien, tu vois, je percutais pas quoi. D'accord. Et puis bon bah je suis rentré chez moi, à la maison, chez nous, et Émilie est restée. Et le lendemain matin, en fait, elle a pu avoir l'autorisation d'aller donner le sein à Arthur pour la première fois. Et c'est ce moment, donc moi j'étais même pas là, et c'est à ce moment-là que le pédiatre a décidé de venir pour faire les premiers tests sur l'enfant, là, de la marche, enfin tu sais, Ouais. les réflexes de la marche, tout ça. Et là, Émilie a vu que il y avait quelque chose qui allait pas. Et elle lui a demandé, et le pédiatre lui a balancé comme ça, bah oui, effectivement, on a des suspicions de trisomie 21 sur votre enfant. Donc là, Émilie s'est effondrée, Ah d'accord. Ouais. et, et là, le médecin a eu le culot même de rajouter que en gros, voilà, c'est comme quand on a mal au ventre, faut faire des examens, on n'est pas encore sûr. Voilà. Donc, Émilie était mal. Enfin, moi, du coup, je suis arrivé un petit peu après, et je les vois à travers la fenêtre de la néonate, et je vois qu'Émilie est pas forcément dans son assiette. Je me dis tiens, elle doit être fatiguée, ça doit pas aller fort. C'est vrai que l'épisio, Mmh. ça a dû bien, enfin, elle doit avoir mal quoi. Elle est Et fatiguée, ouais. Mmh. fatiguée, et du coup, je rentre, je mets dans le sas, voilà, les surchaussures, la blouse, la charlotte. Je rentre, je m'avance vers Émilie, et puis Émilie a juste le temps, parce qu'en fait, elle regarde par-dessus mon épaule et elle voit que le pédiatre me suivait. Et elle aime balancer, la même, aussi brutalement, l'annonce qu'avec elle, juste quelques temps avant, quoi.
Donc elle a juste le temps de me dire, Nico, on a quelque chose à te dire. Et je vois dans son regard quelque chose qui va pas. Je me retourne et je vois le pédiatre, et là, oui, effectivement, il me balance, voilà, qu'il y a une suspicion de trisomie 21 sur Arthur. Et là, en fait, après ça, je sais plus ce qui se passe. J'ai un trou noir. Je sais pas si je suis debout, si je m'assois, si à quoi je pense. Enfin voilà, c'est peut-être cliché, mais t'as vraiment l'impression que le ciel te tombe sur la tête. Tu t'attends Ouais, ouais, non, mais tu l'as ressenti comme ça, quoi. et du coup là, je sais plus ce qui se passe. Et juste à un moment donné, je sais que je refais surface parce qu'il y a une infirmière pédiatrique, je crois, qui vient vers moi et qui me demande si je veux donner le bain à Arthur. Et là, je me dis, bah, de toute façon, ben, si, enfin, voilà, c'est parti, quoi. Faut que et tu vois, enfin, je me lance et puis je lui donne le bain et je me dis à ce moment-là que de toute façon, qu'il soit trisomique ou pas, ou qu'il soit malade ou pas, c'est mon enfant et que, voilà, enfin, faut qu'on assume maintenant, tous les deux, enfin, l'avenir, quoi. Ouais. Ça a rien changé à votre situation, quoi. Vous vous êtes dit: «Ben, voilà, il est Il trisomique, est mais là, c'est il pas est, grave, on continue. ouais, c'est C'est parti. notre fils». Ouais. C'est ça? Ouais, j'ai un petit peu d'émotion là, Ouais. mais c'est vrai que ouais, c'est à ce moment-là que je me suis dit que voilà, c'était parti, quoi. Donc ouais, je pense que c'était le moment le plus difficile d'annonce du handicap après. C'était assez particulier quand même, quoi. En fait, c'est un deuil de l'enfant parfait qui est compliqué. Enfin voilà, l'acceptation se fait pas tout de suite. J'ai accepté qu'il pouvait être trisomique, mais après on a attendu quand même 10 jours avant d'avoir les résultats pour savoir si vraiment il l'était. Donc en fait, tu oscilles entre oui il l'est, non il l'est pas, oui il l'est. Tiens, Ouais. regarde sa main, Et il y a peut-être une plaie l'espoir palmaire. qu'il y ait pas finalement. Pendant Ouais, 10 jours, vous êtes peut-être, raccrochés à cet espoir? ouais, ouais. Donc après il est rentré à la maison et bah tu vois là, quand tu rentres chez toi et que t'es vraiment qu'avec ton enfant, tu commences quand même à regarder. Il y a des choses qui pouvaient être qui montraient quand même qu'il y avait des spécificités au niveau du visage, au niveau de la main. Tu sais, il y a le pli palmaire Mmh mh. qui est un signe souvent chez les personnes trisomiques, avec des petites mains un petit peu trapues. Enfin voilà, mais on oscillait entre oui, non. Et puis bah, après, une fois que le papier est arrivé, qu'on a vu que c'était positif, ben, voilà, euh, voilà, on était sûr de ça, quoi. Donc après, Donc là, il y avait pas de discussion, c'était un test, fiable à 100. ouais, c'était un test génétique, quoi. D'accord. Donc après ça du coup vous êtes, le résultat est arrivé quand vous étiez rentrés chez vous, j'imagine, Ouais. avec Arthur. Du coup après comment ça a été, les premiers jours avec lui, et avec ce résultat-là? Vous avez tout de suite Euh, cherché à vous faire aider par des professionnels, ouais, par alors la l'entourage chance ou? qu'on avait, c'est que bah, déjà nos parents ont été très proches de nous. En fait, ils nous ont quand même beaucoup soutenus. Et puis, bah, faut savoir que Mmh mh. Émilie, en fait, est éducatrice spécialisée. Donc, elle avait déjà, Ouais. et puis elle était sœur son petit frère était aussi en situation de handicap, un autre type de handicap qui a rien à voir avec la trisomie. Donc, elle connaissait quand même assez bien le parcours qu'allait avoir Arthur. Donc, on s'est renseigné assez rapidement. Sans doute plutôt Émilie parce qu'elle connaissait mieux, mais tous les deux, je pense qu'on était quand même assez sur la même longueur d'onde. Et puis donc il y a auprès de la MDPH, en fait, il y a une structure qui s'appelle le CAMS, et, et en fait, donc c'est un soutien. On s'est renseigné, mais en fait, pour accéder à cette aide-là au CAMS, en fait, faut attendre pratiquement. Il y a des listes d'attente qui sont hyper longues, quoi. Faut attendre peut-être un an et demi. Donc on s'est dit, bah non, on peut pas enfin il nous faut pour Arthur des prises en charge précoces, donc tout de suite. Donc on s'est renseigné plutôt Oui. en libéral. Donc on est allé voir une psychomotricienne en libéral pour l'aider au niveau du tonus, au niveau de la motricité, voilà. Et puis on est allé voir aussi une orthophoniste très rapidement. Voilà. Et,
Et après, bon, au niveau du quotidien, Arthur, c'était un peu compliqué au niveau des nuits. C'est vrai que c'était particulier parce qu'il avait beaucoup de mal à s'endormir. Ouais. Au niveau des repas, avec l'hypotonicité, bah, quand il était tout bébé, il pouvait pas prendre de sein parce il avait pas suffisamment de force dans la bouche Ouais. pour Ouais. téter. Et par contre, avec le biberon, ça allait quand même. Et après, au niveau de la motricité, bah forcément, il y a une hypotonie, donc fallait faire très attention à la nuque. Et puis, Ouais. puis après, bah voilà, il a grandi. Alors Arthur a marché à ses 2 ans, ce qui est plutôt bien. Ouais. D'accord. Donc il a marché autour de 2 ans et après c'est vrai qu'en fait finalement aujourd'hui en termes de tonus il est quand même assez vivace quoi. Enfin il fait de l'escalade, il a fait 3 ans d'escalade donc Ah ouais, ouais c'est bien. très bien. Ouais, donc ça veut dire il en fait peut-être comme un autre enfant qui en ferait à son âge? Bah franchement ouais. Après alors le souci il a pas forcément conscience du danger donc en fait il va grimper grimper Mmh. grimper et nous quand il était plus petit déjà en fait on s'est dit mais attends qu'on lui apprenne à descendre ou à parce qu'on peut pas l'empêcher de grimper dans un arbre ou de grimper sur des jeux et tout ça mais on voulait pas qu'il se mette en danger donc on s'est dit peut-être qu'avec l'escalade ça pourrait l'aider à doser un petit peu les risques et surtout avoir des accroches qui soient à se mettre en sécurité quoi donc D'accord. ça s'est plutôt bien passé enfin grâce à l'escalade en tout cas je pense qu'il a acquis pas mal d'assurance déjà dans ses mouvements, de pas se mettre en danger, de savoir Mmh. redescendre, ouais, Et il en fait, depuis quel âge, l'escalade? alors 4 ans, depuis 4 ans. 4 ans? Ouais. D'accord. Et vous avez pas eu de soucis à l'inscription? Alors si, c'était pas simple. Les premières années, en fait, on a eu la chance de tomber sur un moniteur, on va dire, qui était, enfin, c'était particulier parce qu'il était dans un petit groupe un petit peu à part avec un autre enfant qui était autiste. Et tous les deux, en fait, bah voilà, ils se, ils s'aidaient mutuellement, je pense, dans l'activité. Et par contre, il n'était pas dans un groupe ordinaire. Il était avec un moniteur qui était à part, quoi. Et ça, bon, nous, on aurait préféré qu'il soit inclus plutôt dans le groupe. Après, c'est vrai que c'était sans doute pas évident parce qu'Arthur, voilà, quand il a une idée en tête, comme je disais, voilà, il va vouloir aller grimper tout le temps. Et donc les exercices, il va pas forcément toujours vouloir les suivre. Donc c'est de la patience, c'est aller le chercher, lui dire de revenir. Ça peut prendre plus de temps. Et quand tu es dans un groupe avec 15-20 enfants, bah forcément ça complique les choses. Mais, Ouais. mais bon. Aujourd'hui, enfin en fait aujourd'hui il a arrêté l'escalade, maintenant il fait du cirque. Bon avec le confinement du coup il en a pas fait beaucoup. Mais... Il se plaît aussi dans cette activité, le Bah cirque? apparemment ouais. J'ai pas eu l'occasion Ouais. d'aller le voir moi pour l'instant avec la distance, Ouais. mais apparemment ça lui plaît. Oui, parce on précise juste qu'aujourd'hui, vous êtes séparés avec la maman Oui. Ouais. de tes petits et il y a combien de kilomètres? 400 Bah peut-être? Émilie habite dans le Ouai à 3h30 de route entre 3h30, voilà. elle habite dans le nord-ouest de Paris. Je voulais revenir sur les rendez-vous que vous aviez, je pense, d'orthophonie, tu me disais, Oui, de psychomotricien, oui, kiné aussi peut-être? oui. C'était, donc ça s'est mis en place dès sa naissance? Et Pratiquement juste ouais, après la naissance. Ouais. et toujours aujourd'hui, il est Et suivi toujours par ton aujourd'hui, alors là on n'est plus en libéral, on fonctionne avec enfin on est en libéral pour l'orthophonie, mais on utilise ouais. enfin on utilise. Arthur a été inclus dans un CESAD, c'est une structure Mmh. qui vient en aide avec auprès des parents et qui se déplace aussi au niveau des écoles. Et donc au sein du CESAD, il y a une psychomotricienne qui continue à travailler avec Arthur sur la motricité. Et Mmh mh. il y a une éducatrice spécialisée aussi qui l'accompagne dans les apprentissages à l'école. Donc c'est intéressant parce que ces deux professionnels sont formés au Macathon.
c'est vrai que je voulais aussi aborder ce sujet. Le Makaton, c'est en fait un outil qui permet au service du développement du langage. Et donc en fait, on y associe la langue des signes. Donc c'est des signes qui sont repris de la langue des signes et adaptés pour certains. C'est différent de la langue des signes traditionnelle? Oui, parce on y associe la parole. Alors c'est pratiquement les mêmes signes que la langue des signes traditionnelle. Et par contre, on y associe forcément la parole et la plupart du temps des pictogrammes aussi quand on est dans les apprentissages à l'école. Donc c'est une méthode qui a permis à Arthur de pouvoir communiquer, sachant qu'Arthur, voilà, il a des difficultés pour oraliser, c'est compliqué, il a une mâchoire un petit peu particulière, avec un palais un peu étroit, une langue qui est un petit peu exubérante, et donc d'ailleurs quand il était tout petit, on a été voir à Rennes des spécialistes pour lui faire une plaque palatine pour favoriser son oralisation plus tard, pour retravailler un petit peu la sphère buccale. Enfin, je trouve pas peut-être les bons mots, mais en tout cas, voilà, c'était un appareil, comme un appareil dentaire, mais pour le palais. Et puis, mais aujourd'hui, en fait, Arthur a du mal à oraliser toujours. Par contre, il comprend pratiquement tout, en fait. Il comprend tout. Hein. C'est juste qu'il a du mal à s'exprimer. Donc, c'est vrai que le Makaton, même par rapport à nous, qui parfois avions du mal à comprendre ses besoins, ou par exemple lorsqu'il avait mal, ou quand il voulait manger quelque chose, il voulait jouer à ça, ou il avait du mal à oraliser. Et en fait, à partir du moment où il a pu commencer à signer le Makaton, ça a été avant ça, il avait des moments où il était frustré, il y avait une frustration intérieure. Et du coup, ça pouvait être compliqué pour lui et pour nous parce qu'il se mettait en rogne et puis nous on comprenait pas trop pourquoi. On était un peu désolé pour lui parce qu'on n'arrivait pas à comprendre quoi. Et maintenant c'est un peu plus voilà, il y a plus ces moments de frustration. Il va chercher, il y en a un petit peu encore, hein, c'est vrai. C'est à partir de quel âge que vous lui avez fait apprendre le Makaton? Alors je pense c'est Émilie qui a commencé, elle a eu écho de cet outil-là. Je pense que c'est autour de 3 ans, 2 ans, 3 ans de mémoire. Et puis après, moi je me suis formé dernièrement, il y a un an et demi. Donc, D'accord. Et comment vous avez eu connaissance de ça, du Makaton? je pense en fait, à travers les réseaux sociaux, Facebook, en fait, c'est vrai qu'Émilie était inscrite sur pas mal de. Donc Émilie, c'est la maman, hein, vous l'aurez compris, d'Arthur. Était pas mal sur pas mal de réseaux sociaux enfin sur Facebook, il y avait pas mal de groupes de parents, de mamans, et donc je pense que c'est à travers ce réseau-là qu'elle a eu écho de cet outil. D'accord. Et donc après, vous avez aussi, vous, cherché avoir des psychologues ou des psychomotriciens ou des kinésithérapeutes qui avaient aussi cette formation-là pour pouvoir communiquer avec Arthur? Quand il est rentré à l'école, donc c'est là où le CESAD à 3 ans est rentré dans sa vie. Et en fait, son éducatrice spécialisée et la psychomotricienne se sont formés il y a également un an et demi au Makaton. Donc c'est D'accord. intéressant parce que c'est vrai que le Makaton, les signes, tout le monde ne les connaît pas, mais du coup, communiquer à l'école, enfin sa maîtresse ne pratique pas non plus le Makaton, il y a son AVS un tout petit peu, donc c'est pas évident. Lui, il va signer, mais les adultes autour de lui vont pas forcément comprendre. Ils vont se dire, bah non, mais il n'arrive pas à communiquer, mais en fait, si, il communique, mais avec des signes, quoi. Et aujourd'hui, il a 7 ans, c'est ça, tu avais dit? Ouais, ouais, il a 7 ans. Et du coup, il communique, avec le langage, traditionnel ou il utilise encore du Makaton? Non, il a toujours du mal à oraliser, donc c'est toujours du Makaton. Et D'accord. un petit peu plus de mots quand même, de syllabes, de mots. Mais c'est trop peu pour se faire comprendre. Donc voilà, les signes sont toujours présents D'accord. dans son quotidien. OK. Alors tu parlais de l'école, comment ça s'est passé pour lui, sa rentrée? Sa rentrée, donc là actuellement il est en CP. En fait l'année dernière on a fait une demande de maintien en grande section pour il ait plus d'acquis.
Et là, D'accord. il est rentré en CP donc cette année. Et apparemment, voilà, que ça se passe très bien. Pardon, sa maîtresse comment dire, elle est assez mince, je ne trouve pas le mot. Pédagogue, Pédagogue, ouais. Et en fait, elle utilise une autre méthode qui s'appelle la méthode de Borel-Mesoni. C'est une méthode d'accord. donc Borel-Mesoni, c'est une orthophoniste qui a mis en place une méthode et pour l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Donc elle utilise, donc là c'est la même chose en fait, les lettres sont signées aussi, mais c'est pas forcément les mêmes signes que le Makaton, donc ça c'est un peu bon. J'aurais préféré qu'il utilise mais bon, voilà, au moins Oui. sa maîtresse est formée à une méthode, donc c'est c'est intéressant quand même, mais j'aurais préféré que ce soit dans la continuité de ce qu'il utilise aujourd'hui à savoir le Makaton, parce que les signes vont être un peu différents d'une méthode à une autre, quoi. Oui. Mais Et ça va, il arrive à suivre? bah, apparemment oui, les apprentissages vont aller à son rythme en fait. C'est plus lent, mais il va arriver à faire tout comme un autre enfant, hein, mais dans un laps de temps plus important. Donc il faut être plus patient. Faut être plus patient en fait. Faut pas hésiter à. Après c'est vrai que je sais que dans un groupe de 30 enfants dans une classe c'est pas forcément évident. Mais bon, il a une AVS qui le suit à temps complet, une, une assistante de vie scolaire, enfin une AVSH, et qui le suit à temps complet sur tout le temps de sa scolarisation à l'école. Donc ça c'est une personne cette personne vient lui apporter un soutien dans les exercices, dans le travail, enfin, sur toute sa journée. Donc D'accord. c'est intéressant. Et on a dû se battre pour avoir cette AVS à temps complet. C'est une AVS que vous payez vous? Enfin, je veux dire Non, tout non ça, c'est ça doit avoir un coût? non bah c'est payé par l'État, mais pour avoir cette D'accord, AVS là, c'est une bataille auprès de la MDPH parce que faut d'accord. justifier des besoins d'Arthur et il y a tellement peu de moyens mis pour le. Enfin, déjà, il n'y a pas beaucoup d'AVS, il y a un manque d'AVS et puis après derrière la MDPH doit distribuer tant d'heures d'AVS par enfant handicapé et c'est très difficile d'avoir un temps complet. Arthur au départ il avait 6 heures, 10 heures, et là on est arrivé à la totalité de juste simplement l'année dernière, quoi. Tous les ans il faut refaire un dossier. Tous les ans il faut aussi justifier, redire que ton enfant est handicapé alors qu'il a un chromosome en plus et il va pas disparaître du jour au Bah, lendemain, oui, quoi. oui, je comprends. Tous les ans il faut refaire ce dossier-là. D'accord. C'est Bon, assez ouais, c'est mal foutu comme truc. OK. Hem, Tu disais qu'il fallait, être assez patient dans la vie de tous les jours, est-ce que tu peux, nous en dire plus? Parce que la trisomie, de ton fils Arthur, ça a dû amener des difficultés au jour le jour, des choses qui peuvent être plus compliquées à gérer. Alors comment toi tu as abordé les choses? Euh, En fait, par exemple, pour le repas, Arthur va manger très très longtemps. Donc c'est voilà, faut être patient. Alors même si on a des choses à faire après, ou voilà, on a nos occupations d'adultes, de parents, mais voilà, ça va demander un peu plus de temps après même pour expliquer les consignes. Ça va aussi demander d'éclaircir les choses, quoi, de lui répéter plusieurs fois. Bon après comme tout un enfant, mais c'est peut-être un peu plus que pour Léo par exemple. Dans les, enfin, dans la marche, Arthur va être un peu plus lent. Enfin il y a, je sais pas comment expliquer, mais c'est de manière générale. C'est dans toutes les activités, il va mettre plus de temps. La douche, tout. Et en fait, on aimerait que l'autonomie soit là comme pour Arthur, mais en fait voilà, ça va, il a un besoin quand même de notre présence pour le pour le booster, pour le remettre dans les comment dire, les éléments qu'il doit faire. Donc quand il est D'accord. sous la douche par exemple, bah voilà, il va allumer la douche, il va allumer l'eau, mais il va pas forcément se laver de lui-même tout seul. Donc on lui dit Arthur, maintenant il est temps que tu mettes du savon, tu te laves les cheveux,
Faut qu'on soit derrière lui. Alors qu'avec c'est vrai que son petit frère, pourtant il y a 2 ans d'écart, 2 ans et demi, mais Léo lui va se débrouiller plus facilement, quoi. Il va être plus autonome. Donc Oui. c'est Et ça vous est arrivé, à toi ou à Émilie de perdre patience, bah oui, ouais, ouais. Bah oui, il y a des moments où tu craques, quoi. Enfin, après tu comprends que de toute façon t'as pas le choix, donc t'auras beau le forcer, t'auras beau vouloir qu'il soit plus autonome, et que c'est pas possible. Donc c'est la prochaine fois tu perdras moins patience parce que tu craqueras pas, parce que tu sais que en tout cas tu craqueras plus de la même manière, parce que t'auras pris sur toi, tu dis de toute façon c'est comme ça, j'ai pas le choix. OK, tu parlais de son petit frère, Léo. Oui. Comment il est arrivé? Enfin, je veux dire, en termes de suivi, pendant la grossesse, est-ce que j'imagine, Alors ça a dû être un peu plus, au carré? alors ouais, alors en fait tout à l'heure je te parlais du tri-test. Donc Oui. Arthur avait un risque sur 2800 et Léo lui avait un risque sur 6 d'être Ah porteur oui? de la trisomie. Donc D'accord. forcément on est rentré dans une angoisse folle. Donc Émilie a subi des examens très tôt, euh, une biopsie du trophoblast. Donc ils vont chercher dans les prémices du placenta les gènes. Et suite à cet examen, en fait, on s'est rendu compte qu'il n'avait pas de trisomie 21, mais qu'il avait une autre particularité génétique qui est une translocation réciproque équilibrée. Donc, euh, alors, en fait, c'est deux bras qui se sont échangés, qui se sont transloqués. Le 7 est D'accord, allé sur le 18 et le 18 sur le 7. Donc c'est une translocation réciproque parce que voilà, le 7 est allé sur le 18 et le 18 sur le 7. d'accord. Et équilibré parce qu'il n'y a pas eu de perte de chromosomes, de gènes. OK. Donc le seul problème, c'est quand lui voudra avoir des enfants. Donc nous, on a la chance de savoir que, enfin lui, il a la chance de, plus tard, hein, quand il voudra avoir des enfants, on mettra au courant et voilà. En plus, voilà, c'est un petit garçon, donc aujourd'hui, on sait plus facilement congeler enfin, conserver les spermatozoïdes, alors que pour Mmh. les ovules, c'est plus compliqué. On n'a pas encore. D'accord. Donc pour un petit garçon, c'est plus simple. Mais aujourd'hui, concrètement, cette anomalie, Ça ça se voit pas. n'apparaît pas? Non, Ni physiquement, ni du tout. mentalement, ni Non. d'accord. Non, ça se voit pas. En fait, il y a pas de. Moi, j'avais une crainte. Hein. Pendant tout le long de la grossesse, tu vois, t'imagines bien, on te dit ça. T'as déjà eu un petit garçon en trisomie 21. Tu te dis non, mais attends, c'est une blague ce truc. C'est quoi là pendant 9 mois, je psychotais. J'allais voir sur internet où avait lieu la cassure. Tu vois, tu cherches des trucs. Et j'ai jusqu'à même après la naissance, j'avais l'impression de voir, je sais pas, le syndrome de l'elfe, de voir des choses je voyais le handicap, j'arrivais pas à voir mon enfant normal. Et après, bon, D'accord. bah, c'est au fur et à mesure de son développement que j'ai pu me dire, bah non, Nico, là, stop, arrête de psychoter, là. Mais c'est Mmh. vrai que, ouais, ça a été très compliqué. C'était très, très compliqué. Et je pense que, tu vois, dans la séparation aussi, tout ça, ça a dû jouer aussi. Après, sur l'énervement personnel, Oui. sur le malaise intérieur que tu n'arrives pas à exprimer, sur plein de choses, tu vois, t'arrives plus à communiquer avec l'autre, tu sais pas comment le faire, et je pense que tu vois, il n'y a pas que ça, mais je pense que ça a dû jouer quand même, je peux pas le mettre de côté. Et aujourd'hui, est-ce que tu te sens, un peu plus avec un point en moins, je veux dire, là-dessus, vis-à-vis de Léo et le fait qu'il soit Ouais. normal? Bah oui, maintenant, en fait, je me sens, enfin, je les adore tous les deux, je les trouve géniaux, même Arthur, tu vois, au départ, l'acceptation du handicap, j'avais du mal, surtout avec le regard des autres, par rapport à Ouais, Arthur. Le regard des d'accord. autres, c'était assez pesant pour moi. Je j'arrivais pas à accepter qu'on puisse regarder mon enfant de cette manière-là, quoi. C'était, Et voilà. tu disais des choses, aux gens? Tu leur disais ce Alors, moment? c'est arrivé, ouais. Ouais, Je me souviens d'un papa là qui était stupéfait parce que il comprenait pas pourquoi mon enfant trisomique montait plus vite que le sien dans les jeux, tu sais, dans les dans les parcs, ouais. parcs, ouais. Mmh.
Et je lui dis, mais oui, mais c'est pas parce qu'il est trisomique qu'il peut rien faire. Il dit, non, mais au début, je voyais qu'il regardait mon enfant. Et je pensais qu'il, qu'il le regardait d'une manière négative. Et en fait, pas du tout. Il était surpris D'accord. de ce que pouvait faire Arthur. Et je lui dis, voilà. Après, je me souviens aussi sur Van, on était parti se promener, et je me souviens d'une maman, mais, qui a regardé Arthur, mais en disant, mais comment, tu vois, elle hochait la tête, mais non, mais c'est pas possible. Vous auriez dû l'abandonner, tu vois. Dans sa tête, j'avais l'impression de lire ça. Ah oui, Je me dis, mais quoi, mais comment, enfin, elle ne sait pas du tout comment. Les gens souvent pensent que bah, on a décidé de le garder. Mais non, en fait, on n'a pas su qu'il était trisomique. On n'avait pas le choix que d'accepter et de vivre avec. Et même si c'est vrai que, voilà, lorsque on nous a annoncé le handicap d'Arthur, enfin, à la clinique, voilà, ils ont proposé ils ont proposé à Émilie de l'abandonner. d'accord. Et Et parce vous, que ça vous était même pas, ça ah vous bah avait non, traversé l'esprit aussi? non, ça nous a pas traversé du tout. Enfin, moi en tout cas, et puis Émilie non plus, je pense. Tous les deux, non, non, c'était impossible. Ouais. Après, bah voilà, je sais que ça existe. Je sais que ça existe. Et je juge pas, je juge pas. Mais, en tout cas, voilà, c'est vrai que le regard des autres, j'ai arrêté de m'en soucier. Ça fait peut-être, ouais, autour de quand il avait 3, 4 ans, 4 ans. Quand j'ai vu qu'il se débrouillait, enfin, bien, en fait, que les choses allaient bien, et petit à petit, voilà, il me rend fier, quoi. Enfin, je vais surtout pas m'empêcher de sortir avec lui pour, parce que j'ai peur du regard des autres. Ça, non, Ouais. c'est impossible. Est-ce que tu dirais que tu es doublement fier du fait qu'il soit porteur de la trisomie 21, mais qu'il s'en sort, tu disais au niveau motricité très bien, voire même mieux que des enfants de son âge? Non, pas forcément doublement fier. J'ai une fierté par rapport à tout ce qu'il fait, et je sais que c'est difficile pour lui, mais je suis tout aussi fier de son frère, sur plein de choses, en fait. Je dirais pas doublement, non. C'est une fierté particulière par rapport à Arthur, Mmh mh. et j'en ai une autre par rapport à Léo. C'est différent, mais c'est pas plus, pas moins, en fait. D'accord, OK. Et comment, c'est quand on en revient à la naissance de Léo, comment Arthur, lui, il l'a vécu, tu penses? Franchement, très bien. Même s'il y a forcément un peu de jalousie quand, voilà, ça se voit quand Léo il est en train de jouer tout seul, son frère vient l'embêter, enfin il chamaille, mais ils s'adorent vraiment, ils sont très très complices. Enfin, par exemple, Léo arrive à mieux comprendre son frère parfois que nous. C'est impressionnant parce que même s'il le signe pas, Léo sait tout de suite ce qu'Arthur demande, en fait. Et je pense qu'ils sont complices, et qu'Arthur est aussi très fier de son petit frère, même si des fois, bah voilà, par exemple quand Léo a appris à faire du vélo, bah, Arthur était quand même un peu triste de lui-même, enfin de pas pouvoir le faire. Donc D'accord. il y a un petit peu de jalousie, mais en fait il était aussi, je voyais dans son regard, il était aussi très fier de voir son petit frère partir avec son vélo, et tu vois, il y a vraiment non, ils s'adorent tous les deux. Ouais. Et donc avec, la maman Émilie, vous vous êtes séparés, à quel âge pour Arthur? Donc il y a 2 ans, Il y a 2 ans? Il avait donc il 5 avait ans. 5 ans, ouais. Et du coup, comment il l'a vécu lui? Ça par contre c'est vrai que ça a été un peu compliqué parce que il y avait un manque. Alors, Ouais. de mon côté en tout cas, je sais qu'il réclamait beaucoup sa maman. Mmh. Léo un peu moins. Je pense qu'il a été un peu plus petit, plus jeune. Mais c'est vrai que pour Arthur, c'était assez compliqué. Alors, quand je l'ai en garde, en fait, voilà, maintenant c'est un peu mieux, mais il a tendance toujours quand même à demander sa maman, ce qui est normal, hein. Mmh mh. Il y a un manque. Donc après, bah, c'est à moi de lui expliquer que, voilà, en temps de dodo, il va revoir maman, qu'avec papa, on va faire plein de choses, essayer de le rassurer. Que de toute façon, même si on est séparés, on les aime tous les deux, pour la vie, quoi. Mais c'est vrai que c'était une période au tout début qui était quand même pas simple, je pense, pour eux, de comprendre pourquoi. Alors je sais que Léo, par exemple, me demandait pourquoi, des questions, mais pourquoi vous aimez plus avec maman, enfin, pourquoi vous aimez plus, enfin, c'est des choses qui sont pas faciles à entendre, Mmh. à Oui. expliquer aussi, à dire bah, que c'est pas parce qu'on s'aime plus avec maman que vous on vous aime plus, on vous aimera plus, on vous aime pour toujours.
nos enfants. Et c'est vrai que je sais pas, j'aimerais bien être dans leur tête parfois pour savoir ce qu'ils pensent, mais je pense qu'on essaie tous les deux de les rassurer au maximum. Même si ça a été pour eux aussi, je pense, une période compliquée. Ceci dit, voilà, à l'école et les personnes qui accompagnent Arthur disent que maintenant il est plus calme, plus sage. Je pense qu'il est, voilà, d'entendre ses parents se fâcher tout le temps, c'est pas forcément non plus positif. Mais, Ouais, vous sentez que voilà, ça a peut-être apaisé un peu, ouais, vos enfants et ouais. vous aussi OK. OK, tu m'avais parlé d'un projet, la descente de la Loire. Est-ce que tu peux, nous en Ah dire oui, plus là-dessus? ah oui. Alors donc, en fait, suite à la séparation avec la maman, moi enfin voilà, j'ai sombré et j'ai voulu me réapproprier aussi, me rapprocher du handicap d'Arthur en essayant d'identifier un petit peu par toutes les étapes, parce que voilà, moi je suis pas éducateur spécialisé, et donc je connaissais pas forcément le parcours, c'était étape par étape. Là, j'avais besoin de, de me rapprocher du handicap, comment dire, de savoir un petit peu toutes les étapes qu'allait avoir à franchir Arthur tout au long de sa vie. Mmh. Et j'avais besoin aussi de me rapprocher de ma passion, de la Loire. Euh, et en fait, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer d'associer les deux. Faire une descente de Loire. J'avais envie de descendre la Loire depuis la source, donc Mont-Gerbier de Jonc jusqu'à Nantes, sur 900 Mmh. km. J'ai envie de descendre ce fleuve et de représenter un petit peu la vie d'un enfant depuis porteur du handicap, depuis sa naissance jusqu'à l'âge adulte. Donc j'ai mis en place des différentes étapes. Il y avait 16 étapes durant lesquelles j'allais présenter. Au tout départ à la source, c'était l'annonce de la grossesse et avec l'idée qu'on peut se faire de l'enfant à venir. Ensuite, c'était l'annonce du handicap, après les prises en charge précoces, la scolarisation, le sport adapté, et jusqu'à l'émancipation à l'âge adulte, au travers du travail adapté et de l'hébergement, du logement. Et donc, à chaque étape était invité des associations, des parents, des professionnels de santé, et on échangeait sur cette thématique. Et donc, c'était filmé. Les témoignages étaient filmés pour ceux qui le souhaitaient. Et ensuite, c'était diffusé sur une page Facebook qui s'appelle Arthur sur Loire. Et l'objectif, c'était vraiment de sensibiliser alors mes proches au départ, mais ensuite tous ceux qui s'abonneraient à la page pour sensibiliser en fait au handicap, à la trisomie 21 et la nécessité d'inclure les personnes en situation de handicap dans la société de manière plus importante. Euh, depuis le plus jeune âge, depuis le plus jeune âge jusqu'à l'âge adulte en fait, à travers le travail, à travers et puis de dire aussi que d'avoir un enfant handicapé, c'était pas forcément que du négatif, c'était aussi beaucoup de positif. Ils nous font grandir vraiment sur plein de choses quoi. Et je trouve qu'ils ont une place importante dans la société à jouer. Il y a un côté, enfin je sais pas, c'est unique. Il y a vraiment quelque chose qui se crée. Ils sont très communicants quand même, très liants dans une structure. Ils sont pas individualistes, enfin, je sais pas, je pense qu'il y a vraiment quelque chose ils ont vraiment une place importante à jouer dans la société pour moi. Et j'avais envie de montrer ça aussi à travers ce parcours que, voilà, enfin voilà, je sais pas si c'est Ouais. compréhensif, mais Oui, 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 c'est très clair et ouais. du coup, les étapes, pour rassembler, tu disais des témoignages des professionnels, tu avais, tu les avais trouvés où et comment? Bah, en fait, j'ai cherché sur internet un Ouais. petit peu. Je me disais tiens, donc j'avais prévu de descendre à pied au début, donc du Mont Gerbier jusqu'au Puy-en-Velay, et ensuite du Puy-en-Velay de prendre un canoë, de descendre en canoë. Et je me suis dit que en fait je zonais un petit peu les endroits. Donc là, je me disais bon bah on va être dans la Loire, il doit y avoir ou la Haute-Loire ou tel département, il doit y avoir une association. Je cherche, j'appelle
et je décris mon projet. Est-ce que les gens sont partants ou pas? Et en fait, tout le monde, tous ceux que j'ai contactés ont répondu positivement en fait. Même des fois, ça allait au-delà de mes espérances. C'était assez incroyable parce que ouais, pratiquement à chaque fois en fait, ça a été des rencontres inoubliables. Je pense que d'offrir la parole aussi aux parents, ça leur a fait du bien. Ouais. Et c'est vrai qu'on est souvent cloisonné dans un espace, dans sa sphère familiale, et de pouvoir ouvrir, de pouvoir s'ouvrir aux autres. En fait, je pense que c'est vraiment important de pouvoir témoigner sur ça, quoi. De sensibiliser, et puis ça permet aussi de diffuser l'idée aussi que la trisomie 21, c'est un handicap qui est quand même assez simple aussi à gérer. Enfin, il y a des handicaps qui sont plus compliqués que ça. Puis, enfin, OK. Et donc ce projet, donc cette descente, ça t'a pris combien de temps en tout? en fait, la Loire, on peut la descendre en général en 3 semaines, un mois. Mais vu que j'avais les étapes, j'ai prévu un mois et demi. Vu que je faisais des escales, Et tu étais tout seul? j'étais tout seul. Ouais. Alors il y a des copains qui venaient me rejoindre de temps en temps pour faire une ou deux journées. Et, et donc c'est là aussi que j'ai rencontré le président de AAD Macaton, l'association. Donc D'accord. c'est un ami maintenant en fait. Et Patrice Patrice Morin, c'est devenu un pote, et on est descendu tous les trois, enfin tous les deux pendant 3 jours. Et c'est vrai que, D'accord. mais de manière générale, j'étais tout seul. OK. Et Arthur, il suivait tes, Oui, ouais. Ouais, donc il est venu au tout début et à la fin. Et les vidéos, je pense que bah, leur maman leur montrait. Mais je pouvais pas l'avoir avec moi parce que voilà, faut savoir nager. Et puis bon, il était petit, sur un mois et demi, ça aurait fait trop long. et alors comment est-ce qu'il t'a montré, ce qu'il ressentait par rapport à ça? Bah, en fait, dès qu'il voit la Loire maintenant, il signe la pagaie du canoë. Il montre la Loire et il dit papa. Et il signe voilà, la pagaie. Donc je dis bah oui. Et puis bah c'est vrai que le canoë il est toujours dans mon jardin, donc je pense que c'est un rappel. Mais il sait en tout cas que papa était sur l'eau, et qu'il parlait, parce qu'en fait aussi sur ce projet-là il y a donc les sœurs Lampion, c'est deux clowns, enfin deux acteurs qui ont fait certaines scènes pour introduire différentes thématiques. Donc c'est deux sœurs, enfin c'est des deux actrices qui représentent deux sœurs et qui s'appellent donc les sœurs Lampion, et Arthur a participé à ces petites scénettes avant mon départ. Donc ces petites scénettes étaient filmées et on les voit aussi sur la page Arthur sur Loin. Et je pense qu'à travers ces scénettes-là, il a compris ce que j'allais faire. Et en fait, les sœurs Lampion font un spectacle en Macaton, donc elles signent durant leur spectacle. D'accord. Ce qu'elles font, donc c'est un spectacle adapté à tout le monde. OK. OK. Aujourd'hui, comment ça se passe, ta relation avec Arthur, et aussi, Léo? Bah ouais, je suis content après bon bah, c'est vrai que je les vois moins souvent. Ça m'ennuie, mais bon voilà, faut que j'assume aussi les choses. Et par contre, quand ils sont là, on fait pas mal de choses. Ils sont partants pour tout, aussi bien des balades en bateau sur la Loire que des visites de musées ou aller voir une ferme pédagogique. Enfin, je les trouve très curieux, très ouverts au monde. Enfin non, je les trouve géniaux. Après, je pense que tous les parents, on est tous gaga des fois de ses enfants. Mais non, non, je les trouve top. Non, c'est bien, il faut être gaga. Ouais. Et vis-à-vis de tout ce parcours de l'annonce de la trisomie jusqu'à aujourd'hui, est-ce que toi, tu as des regrets, des choses que tu aurais fait différemment ou tu es plutôt satisfait de la manière dont tu as géré les choses? Euh, on peut toujours faire mieux, je pense. On peut toujours. Après, des regrets, non, je pense. J'ai pas de regrets. Ouais. Je pense c'est vrai qu'on peut toujours faire mieux, mais bon, après, on est des parents, on n'est pas
on peut pas être à 100% tout le temps. On a fait ce qu'on devait faire avec ce qu'on avait, quoi. On aurait pu sans doute faire mieux, hein, mais déjà, je trouve que c'est pas mal. Bah ouais, c'est déjà pas mal. Ok, je vais finir avec la question que je pose à tous mes invités. Quel a été ton défi facile vis-à-vis de Arthur? Je pense que c'est... Tout à l'heure, je parlais, tu sais, à la naissance, en fait, du premier bain. Je pense que le défi facile, ça a été d'aimer tout de suite mon enfant. C'était... Parce que je pense qu'effectivement, quand t'as un enfant différent, tu peux avoir du rejet. Tu peux ressentir du rejet vis-à-vis de lui. En fait, c'est vrai que chacun réagit différemment, mais moi, je me suis dit tout de suite que voilà, c'était mon amour, c'était mon petit bébé, et que je l'aimais, quoi. De toute façon, je l'aimais, quoi. Puis voilà. Je pense que ouais, je me suis dit ça, quoi. Je pense que le plus facile, c'était ça. C'était d'aimer Arthur. Bah, c'est beau. Ok. Je te remercie beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter Non, je te remercie aussi de m'avoir écouté. Et puis, je te souhaite plein de belles choses pour ton projet aussi. Merci. Merci beaucoup Nicolas pour ton témoignage. Pas évident de se replonger dans certains souvenirs toujours douloureux aujourd'hui, malgré le temps passé. Et je te remercie aussi pour ta participation car tu es le premier papa dans mon podcast et j'espère que beaucoup te suivront. Quant à vous, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux pour réagir sur cet épisode. Alors n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager sans limite et ainsi faire connaître notre communauté de parents. Portez-vous bien et à très vite.